les profs. Et, vous savez quoi? Vous avez entendu la dernière? En fait, c'est vrai, les Américains n'auraient jamais marché sur la Lune. On en parlait depuis un moment, mais là, la semaine dernière, à Hollywood, dans les studios, ils ont découvert les studios dans lesquels ils ont tourné toute l'aventure sur la Lune. Ils n'ont jamais quitté les studios d'Hollywood. On a découvert des écrans verts, on a découvert toute une série de matériel qui a servi à filmer, monter et à tromper tout le peuple américain en prétendant qu'ils y étaient allés alors qu'ils n'ont jamais quitté les studios. C'est fou, non? Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons vous parler de fake news. Les fake news semblent absolument partout. Partout à tel point qu'aujourd'hui, selon un sondage de la Croix, environ 83% des Français s'estiment exposés à ces fausses nouvelles. Le phénomène est global. La confiance des Français dans les médias dégringole. Et nous le voyons ici, seulement 52% d'entre eux font confiance aux journaux, 44% à la télévision et seulement 41% à l'Internet. Le phénomène ne touche pas seulement la France, mais le monde entier, à tel point que même certains présidents commencent à caractériser certains sites d'information ou certaines chaînes d'information comme des fake news. Le phénomène n'est pas nouveau. En fait, si on se penche sur le passé, on voit déjà qu'en 1835, le New York Sun, un journal new-yorkais, publiait une étrange histoire. Une histoire qui reprenait les travaux du Edinburgh Journal of Science, qui lui-même reprenait le travail de John Herschel, un scientifique de l'époque, qui assurait avoir vu sur la Lune d'étranges hommes rouges avec des ailes accompagnés de licornes. Après un court instant, on a rapidement remarqué que ce travail était frauduleux et que tout ça a été inventé afin de faire vendre plus de journaux de la part du New York Sun. On l'a compris, ce phénomène des fake news est loin d'être récent. Cependant, on a remarqué dans ces dernières années une explosion du nombre de fake news qui sont recensées sur Internet. Et ceci peut notamment être expliqué par trois différents phénomènes. Le premier a trait à la décentralisation de l'information. Il y a 20 ans encore, la plupart des médias traditionnels se concentraient et diffusaient l'information. C'est-à-dire vous aviez la télévision, les journaux, la radio notamment, qui choisissaient du contenu et qui allaient le publier. C'était un contenu qui était reconnu d'une certaine qualité, puisqu'il en allait de leur réputation. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin ou c'est encore votre concierge qui, grâce à son téléphone portable, peut diffuser de l'information, peut publier, et ceci sans un véritable souci, en tout cas pas toujours, sans un véritable souci de la qualité de l'information diffusée. Il n'y a pas vraiment de la réputation qui est en jeu. Et si on met ceci en lien directement avec la problématique de la source de l'information, on comprend à quel point le phénomène est large. Prenons l'exemple de Joe, qui met une publication sur Internet et il y a Emma qui la voit. Emma va directement rediffuser cette information qui sera rediffusée à différentes autres personnes. Et puis, l'information passe d'une personne à une autre, à tel point qu'après, très vite, après 1 ou 2 jours, il est très très difficile de définir la source de l'information et donc de revenir sur la validité de l'information. Directement en lien avec cette question de la source de l'information, on remarque ici que les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la question des fake news. On peut le comprendre quand on remarque notamment que 51% des Américains s'informent grâce ou avec les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, on entend notamment ici Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou Snapchat. Toujours par rapport à cette question d'Internet, on remarque aussi que au niveau de la façon dont les programmes sont faits, il y a un problème qui est un problème de fond, notamment les algorithmes. Prenons un exemple. Vous avez un article qui est liké ou apprécié par différentes personnes. En gros, cet article va être apprécié non pas forcément par ce contenu éditorial, mais plutôt parce que ce contenu va plaire aux gens, va leur faire peur, va les intéresser. Donc on n'est pas ici sur un caractère de vérité, mais on est plutôt ici sur un caractère émotif, un caractère de goût. Et cet algorithme, plus un article va être apprécié, et plus l'algorithme va diffuser largement sur Internet le contenu en question. Et donc, plus un article fait parler de lui, plus il sera diffusé, et plus il aura de l'importance dans les différents sites et réseaux sociaux de l'Internet. À ce stade-là, on l'a compris, on l'expliquait tout à l'heure, le phénomène est global, il nous touche tous, et il est extrêmement difficile de s'en prémunir. À propos de cette idée de s'en prémunir, il devrait cependant bien exister des solutions, c'est-à-dire des façons, des tactiques,
afin de finalement arriver à déceler le vrai du faux, afin de limiter la casse. Ici, nous allons vous proposer 3 solutions et voir dans quelle mesure ces solutions sont solides. La première de ces solutions consiste à dire qu'il serait intéressant, voire important, d'éduquer le public, c'est-à-dire d'éduquer les citoyens ou nos élèves, afin que ces derniers soient à même de faire la différence entre de véritables informations de fake news, dans l'idée aussi de se distancier de ces fake news. L'idée est intéressante, elle est alléchante, cependant, elle n'est pas forcément aussi facile à mettre en pratique que ça. Pour l'exemple, je vais prendre ici le travail d'un sociologue, Robert Zejonc, qui dans les années 60 a présenté ce qu'il a nommé l'effet de simple exposition. Pour vous expliquer un peu sa théorie, je vais prendre un cas. Le cas de Tom ici, qui est confronté, exposé à une nouvelle qu'il trouve intéressante, cette nouvelle quelle qu'elle soit. Et le problème, c'est que plus Tom va voir cette nouvelle sur le net, plus il va tout simplement l'apprécier, ne serait-ce parce qu'elle lui est familière, parce qu'elle lui semble importante, et parce qu'elle lui rappelle ce qu'il a déjà vu. Donc, on comprend ici déjà par rapport à ces premières problématiques que plus une personne, ici en l'occurrence Tom, est confronté ou exposé à une nouvelle, et plus il va apprécier cette nouvelle, quel que soit son caractère de vérité. La deuxième solution consiste à dire que des fact-checkers seraient à même de vérifier l'information. Ces fact-checkers, littéralement les vérificateurs de faits, sont régulièrement utilisés dans le journalisme pour aller vérifier une source, en vérifier la validité et la publier. Donc l'idée ici, ce serait d'avoir une série de spécialistes qui vont vérifier les sites pour mettre une espèce de tampon et dire ceci est une information véritable et ceci est une fake news. Le premier problème, c'est que autant il est possible de le faire sur quelques nouvelles, mais comment est-ce qu'on le fait sur le net, sur l'ensemble du net? Quand on sait que le net recèle d'articles extrêmement nombreux, qu'il y en a des nouveaux tous les jours, et que les fact-checkers sont limités. Ceci est d'autant plus problématique quand on a des espèces de robots qui vont démultiplier l'information et la répandre extrêmement rapidement, bien plus rapidement que n'importe quel humain pourrait fact-checker ou vérifier ces informations. Et même si on imagine que ces fact-checkers étaient extrêmement efficaces et qu'ils arrivaient à vérifier l'intégralité d'Internet, on serait tout de même face à une grosse difficulté. Cette difficulté a été notamment relevée par l'université de Yale, qui a récemment fait une étude sur 7500 personnes. Ils ont donné à ces 7500 personnes une série d'articles, de nouvelles, en leur demandant de les lire, pour, dans un deuxième temps, leur dire que certains de ces articles étaient des fake news. Donc ils ont pointé le doigt sur certains articles en disant « Attention, ceci, c'est des fake news, les sources sont peu fiables ». Parmi eux, seulement 3,7% ont revu leur jugement par rapport à ces articles frauduleux. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous, même si l'on savait ou même si l'on sait que certains articles sont des fake news, cela ne va pas nous amener à changer notre point de vue par rapport à ces articles. Plutôt problématique. Ce qui nous ramène ici directement à la problématique de la simple exposition présentée par notre ami Robert. Une autre solution consisterait à dire qu'il serait intéressant, voire nécessaire, de changer les algorithmes. Vous savez, tous ces algorithmes, donc la façon dont sont programmés la plupart des sites et réseaux sociaux que nous utilisons, on en parlait tout à l'heure, il fonctionne principalement au nombre de likes, c'est-à-dire, on en parlait, plus un article est apprécié, plus il est liké, ou plus on fait mention du fait qu'on l'aime, et plus il va être diffusé sur Internet. On pourrait imaginer, dans un monde utopique, que ces algorithmes soient changés, et que l'on mette en avant les articles qui ont une validité reconnue, plutôt que ceux qui sont partagés et appréciés. On est peut-être dans le monde de l'utopie, mais pour une note optimiste, on peut noter qu'en ce début d'année 2018, Facebook a annoncé qu'ils souhaitaient recentrer leur site réseau social autour de l'humain en essayant de combattre activement les fake news. Affaire donc à suivre. On l'a vu avec ces 3 exemples, il y a de quoi être assez pessimiste par rapport à ces fake news. Il n'y a pas de véritable solution magique. Cependant, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Quelques petites solutions existent et je pense qu'on peut véritablement faire quelque chose au niveau individuel. De plus en plus de sites, comme ici notamment le Décodex du Monde,
sur leur site internet permettent de checker, de vérifier la validité d'une source. Pour ce faire, vous allez sur leur site internet et vous mettez le lien de la page internet dans laquelle vous avez trouvé une source, et puis vous avez de bonnes chances, enfin l'article, non, la page internet vous dira si cette page est considérée comme valide ou pas. Donc ça peut déjà être une première aide concrète. Le Courrier international, quant à lui, a récemment publié une espèce de marche à suivre pour mieux étudier les fake news, comment partager et quand partager un article. On se retrouve donc ici au point de départ, j'ai lu plus que le titre de l'info, et selon les oui et les non, on peut savoir dans quelle mesure on peut partager un article, dans quelle mesure cet article est fiable, et il vaut la peine ou pas de le partager. Parce que partager a des conséquences. Et nous les profs, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Il semble que bien au contraire, il est plus que jamais important de solliciter les élèves, de les sensibiliser à ces questions de fake news et de leur faire comprendre que partager une information qui est douteuse a des conséquences importantes, qu'il est plus que jamais nécessaire de vérifier les sources, de vérifier la fiabilité d'une information et de réfléchir de manière objective et neutre à tout ce que l'on peut trouver sur le net. Pas facile, mais nécessaire. L'importance de ce combat est d'autant plus vitale quand on pense à demain. En effet, l'avenir que nous réserve la technologie n'est pas des plus lumineux en matière de fake news, et ceci principalement pour deux raisons. La première est liée à la psychométrie et au big data. Concrètement, le big data, vous savez que chaque fois que vous allez sur Internet pour faire vos achats, pour faire des recherches, toute une série d'informations, de cookies, est notée à votre sujet. C'est-à-dire que les grands du net savent dans les grandes lignes qui vous êtes, ce que vous achetez, combien de temps vous passez sur Internet. Et si on met ça directement en lien avec des boîtes qui travaillent sur ces données pour faire des profils très fins de ce que vous êtes, on en arrive à des choses assez effrayantes. Laissez-moi prendre l'exemple d'une société qui s'appelle Cambridge Analytica et qui est spécialisée dans ce que l'on nomme la psychométrie. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prendre par exemple le profil de Tom qui va sur Internet et qui va liker, apprécier un certain nombre de contenus. Il va apprécier cette vidéo du jongleur, il va apprécier cette vidéo de Barack Obama qui parle, et du fait que habituellement les personnes qui apprécient, qui font un like sur la vidéo de Barack Obama ou du jongleur ont un tel profil psychologique, en regroupant toutes ces données, ils arrivent à savoir, à l'aide de 10 likes, ils arrivent à vous connaître aussi bien qu'un collègue. Et si Tom continue et fait jusqu'à 70 likes, il peut vous connaître aussi bien qu'un ami, en tant que 100 likes aussi bien qu'un parent, et en tant que 70, grâce à 300 likes aussi bien que votre conjoint ou votre conjointe. En d'autres termes, grâce à toutes ces traces que nous laissons sur le net, des sociétés telles que Cambridge Analytica peuvent ensuite utiliser ces données pour vous vendre des publicités, pour diffuser les publicités qui sont directement adaptées à vos goûts. Et on a remarqué notamment que Cambridge Analytica a joué un rôle assez majeur dans la campagne électorale de Trump et dans également la campagne sur le Brexit. Et donc, on comprend assez vite qu'ils vont influencer le public en jouant sur les données qu'on laisse en ligne. Assez effrayant. L'avenir est d'autant plus effrayant quand on regarde certains logiciels qui sont développés par différentes compagnies. Laissez-moi prendre deux exemples. D'un côté, Adobe. Vous connaissez certainement la boîte Adobe qui est en train de développer ce qu'ils appellent Adobe Vocaux. Pour vous expliquer ce que c'est, imaginez que vous êtes à un cours, vous suivez un professeur qui parle pendant environ 40 minutes, vous l'enregistrez, donc vous enregistrez son discours sur 40 minutes, et grâce à ce logiciel qui va analyser l'algorithme de la voix pendant ces 40 minutes, je serai ensuite à même de faire dire à mon professeur, avec sa voix, en utilisant l'algorithme de sa voix, absolument tout et n'importe quoi, même des mots, des sons qu'il n'aurait jamais utilisés, puisque ce logiciel va recomposer le tout de manière complètement naturelle et fluide, sans que j'ai pu m'en apercevoir. Il serait donc assez facile de manipuler, de manière audio, le discours de n'importe quel président pour lui faire dire ce qu'il n'aurait jamais dit. À côté de ça, nous avons d'autres logiciels, notamment le logiciel Face-to-Face, développé par l'université de Stanford, qui permet, cette fois-ci au niveau de la vidéo,
de prendre une image et de la mettre en direct sur une autre image. Et ici, je vous parle principalement des expressions du visage. On imagine Barack Obama qui est attristé d'une certaine nouvelle et qui va avoir un air plutôt attristé. En prenant un autre acteur qui n'a rien à voir avec Barack Obama, je peux plaquer les expressions de mon acteur sur Barack Obama pour donner l'impression que Barack Obama est extrêmement heureux de voir ce bombardement dans ce pays. Donc vous mettez en lien les deux logiciels, la modification de la voix et la modification de l'image, qui se font quasiment en direct, et vous pouvez complètement reconstruire, reformer toutes les images que vous souhaitez, et refaire une nouvelle réalité sans qu'il soit, tout en étant très difficile, de mettre le doigt sur le problème de cette vidéo. Le présent est compliqué, l'avenir n'est pas forcément très radieux, c'est pour ça qu'il est plus que jamais important aujourd'hui de lutter, ne serait-ce que par petits coups ici et là, pour limiter l'importance et l'influence de ces fake news.